Bonjour à tous et bienvenue pour une masterclass qui va vous parler des sociétés civiles immobilières, les SCI. On a la chance d'avoir Aurélie Templet avec nous. Salut Aurélie. Bonjour tout le monde, bonjour Mathieu, merci pour l'invitation. Alors, Aurélie travaille chez Amaris, qui est un cabinet d'expertise comptable qui fait pas mal de choses. Elle va nous en parler un petit peu et elle va pouvoir vous renseigner en détail sur ce sujet assez technique, mais qui a l'air de beaucoup vous intéresser. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au cours de la présentation. On a voulu faire quelque chose de très large en termes de découverte de la SCI. Et il y aura probablement des questions à des niveaux, je dirais, d'expertise variés. Vous censurez pas, on essaiera de prendre ces différents niveaux en charge à mesure de la présentation. Aurélie, je t'en prie, je te laisse la main pour que tu puisses partager la présentation. Superbe. Peut-être, j'ai enlevé la notification. Ça y est, moi, en fait, il y avait des pop-up que j'ai enlevé. Tout à fait. Voilà, ça y est, ça va mieux je comme ça. partage mon écran. Allez, hop. Normalement, c'est mon écran 2. Donc, vous avez le chat, hein, on a tous les bonjours qui arrivent. Merci, c'est sympa. Posez les questions dans cet écran-là, dans l'écran chat, pour qu'on puisse voir vos questions. Bon, alors, rebonjour à tous. Bienvenue dans cette masterclass qui a pour objectif de vous présenter l'ASI un petit peu sous tous ses angles pour que vous puissiez la conseiller à bon escient et qu'on y comprenne les enjeux et les intérêts. Rapidement, je vais vous faire une présentation d'Amaris Simon. C'est un cabinet d'expertise comptable qui est dédié à l'immobilier. On travaille avec vous, partenaires conseillers en gestion de patrimoine. Pour l'essentiel, on a 1000 partenaires référencés aujourd'hui. On a près de 15 000 clients et quasiment 20 000 logements, puisque nos clients, à peu près une fois et demie, un bien immobilier. Nous sommes sur un train d'acquisition qui est assez important, puisqu'aujourd'hui, nous accompagnons 400 nouveaux investisseurs par mois, et essentiellement sur une activité qui est la location meublée, ou les sociétés qui vont héberger de l'immobilier type SCI, SARL de famille, et accessoirement d'autres structures, et ainsi que l'aide à la déclaration des revenus, notamment pour ceux qui ont des dispositifs d'investissement et qui souhaitent sécuriser leur déclaration. Mathieu, je vais te laisser présenter rapidement Gridkey. Oui, bien sûr. Donc, c'est très court. Hein. Vous me connaissez sans doute. Donc, on a tout un ensemble de services qu'on propose aux professionnels de l'immobilier pour vous aider à proposer de l'immobilier neuf ou à effet de levier fiscal à vos clients, avec une approche singulière par un système de scoring, notamment, qui vous permet d'identifier très rapidement les meilleures affaires sur les 35 000 lots en gros qu'on a à tout moment sur la plateforme, et la possibilité d'avoir des simulations financières également dans ce cadre-là aussi. Hein. C'est des accès sur abonnement, donc vous nous écrivez si vous souhaitez y avoir accès. Alors, rapidement, donc le sommaire, l'objectif, c'est de voir pourquoi on investit en SCI, les modalités de mise en place et de gestion dans le cadre d'une SCI, les options possibles, donc plutôt les options dites fiscales, est-ce qu'on est à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, et l'avantage et les inconvénients de la SCI, je dirais, sur toutes ses formes. Et puis, on laissera place. Alors, on essaiera de prendre des questions au fur et à mesure. Parfois, c'est un peu complexe. Donc, on verra si on est à même de les recentrer en toute fin de présentation. Donc, tout d'abord, la première question, c'est pourquoi investir dans une société civile immobilière? Et avant ça, il est important de donner une définition d'une société civile immobilière.
Sachez qu'elle est encadrée par le Code civil, notamment par ses articles 1832 à 1870, et que dans le mot SCI, il y a immobilier. Ça veut donc dire que c'est strictement et exclusivement dédié à l'immobilier. Si on avait la volonté d'y mettre autre chose que de l'immobilier, dans ces cas-là, il faudrait créer une SC, Société civile tout court, mais de ne pas aller jusqu'à la spécificité de l'immobilier. Ça veut donc dire que lorsqu'on investit dans une société civile dédiée à l'immobilier, on va investir sur des locaux d'habitation, des locaux commerciaux, professionnels ou mixtes, ou éventuellement des parts de SCPI. Avant d'être immobilière, il s'agit également d'une société civile et donc elle n'est pas commerciale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les revenus qui sont à l'intérieur ne peuvent pas être des revenus bénéfices industriels et commerciaux. Et donc, on ne peut pas, sauf exception, et on le verra en détail, héberger une activité de location meublée, puisque les locations meublées, c'est des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Donc, c'est un point extrêmement important. On est dans une société civile, des revenus qui sont pour l'essentiel des revenus dans la forme la plus courante à l'impôt sur le revenu, mais pas que, notamment quand on opte à l'impôt sur les sociétés, et ce sera donc détaillé tout à l'heure. Plusieurs types de sociétés civiles immobilières, sociétés de placement immobilier, sociétés civiles d'attribution plus spécifiques qui, là, a plutôt pour l'objet, dans sa nature, en tout cas de construire, d'acheter des immeubles avec un objectif de diviser par fraction et d'attribuer ces fractions aux associés en nue propriété avec des jouissances en pleine propriété. C'est assez spécifique, c'est très peu utilisé. La forme la plus courante, là encore, c'est la SCI de location, de gestion de location. La SCI peut vendre des immeubles de manière accessoire ou en réserver l'usage à un associé ou à un tiers, mais ces opérations devront rester exceptionnelles. Si on est dans des achats-reventes, on n'est pas dans une société civile immobilière puisque l'achat-revente, par essence, c'est une activité commerciale, donc ça n'a rien à faire dans une SCI. Alors, achat-revente, on peut quand même évidemment revendre des biens qu'on a achetés et placés dans une SCI. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. On peut bien vendre des biens, mais on n'est pas dans un objectif d'achat-revente. Tu as raison de le souligner, Mathieu. C'est important ce point-là. J'ai une question de Denis qui se demande si on peut faire l'acquisition d'un véhicule dans une SCI. Alors, si c'est lié à l'activité, pourquoi pas, mais j'ai de forts doutes. En fait, on le regardera plutôt dans les charges qui sont déductibles. Là, j'y réponds, mais en règle générale, l'acquisition du bien immobilier, enfin du véhicule, il n'y a pas qu'un usage 100% professionnel. Donc, ça me semble un peu déconnecté. En revanche, dans certains cas, on pourrait facturer des indemnités kilométriques. Dans certains cas, seulement. Et notamment, plus précisément dans une société civile à l'impôt sur les sociétés, mais dans une société à l'impôt sur le revenu, on est dans des règles qui répondent aux règles des revenus fonciers. On va le voir sur la partie fiscale. Aurélie, je suis désolé, je t'interromps quand il y a des questions, si tu me permets, Oui. pour les prendre à mesure qu'elles arrivent. Donc, on peut acheter des biens immobiliers, on peut les occuper, ces biens. Alors, on peut les habiter soi-même. Dans certains cas, mais dans cas non. Dans des cas non. Oui, si on achète sa résidence principale via une SCI, c'est évident qu'on va pouvoir les occuper parce qu'on est dans une SCI à l'impôt sur le revenu. Mais si on est dans le cas d'une SCI à l'impôt sur les sociétés, attention. Donc, ça veut donc dire qu'on va compenser par un loyer. D'accord. C'est pour ça que tous ces sujets sont intéressants et vont plutôt être un peu étoffés un peu plus loin dans la présentation. Parce que c'est toujours lié à des points de fiscalité. Okay. La première chose quand on veut créer une SCI, une société civile immobilière, d'abord, on a compris, on héberge de l'immobilier et on est dans une activité civile. C'est le premier point. Ensuite, elle doit répondre à des objectifs. On ne crée pas une société civile immobilière pour briller dans les dîners en soirée. C'est un peu caricaturé ce que je vais dire,
Mais très honnêtement, on rencontre des gens qui cherchent aujourd'hui des associés parce qu'ils comprennent que lorsqu'on crée une SCI, il faut être deux. Et donc, ils cherchent un associé pour créer une SCI. Et quand on leur demande leurs objectifs, il n'y en a pas derrière. Parfois, il n'y a même pas d'objectif de transmission parce que ce sont des personnes seules. Mais parce qu'ils comprennent que s'ils veulent industrialiser leurs investissements, il faut le faire via une société. Et ils pensent donc que la société civile immobilière est faite pour cela. Oui, la société civile immobilière, elle est faite pour investir dans l'immobilier, mais il y a parfois la possibilité de faire beaucoup plus simple. Donc, pour pouvoir créer une société civile immobilière, il faut avoir des objectifs derrière. Ça pourrait être celui d'éviter l'indivision parce qu'effectivement, nul n'est tenu à l'indivision. Donc, c'est un des objectifs. C'est aussi permettre de mettre en commun parfois des sommes de plusieurs foyers fiscaux pour pouvoir aller lever un financement immobilier. Parfois, évidemment, seul, on va atteindre ses capacités d'endettement et du coup, mutualiser ces sommes va nous permettre d'aller chercher l'investissement immobilier. Ça peut nous permettre d'organiser un aspect patrimonial ou de transmission de patrimoine, notamment en voulant se conserver éventuellement l'usufruit du bien et transmettre la nue propriété à ses enfants. C'est comme conserver les pouvoirs de gestion, c'est-à-dire en étant usufruitier, eh bien, je prends tous les arbitrages en tant que gérant dans cette SCI. Et si je décide aussi de vendre à un moment ou à un autre, eh bien, je vais pouvoir vendre le bien immobilier quand bien même j'y ai associé mes enfants. Mais ça me permet d'être maître à bord des biens immobiliers tout en pouvant transmettre au fur et à mesure des parts à ses enfants. Et on sait aussi que quand on veut transmettre, c'est toujours plus facile de transmettre 50-50 d'une société plutôt que d'évoquer, de transmettre le bien à La Baule d'un côté et puis le bien à Paris de l'autre, puisque on est parfois sur des mésententes qui peuvent arriver sur cette transmission de patrimoine. Et puis, sur cette motivation, parfois, on va avoir des enjeux fiscaux, mais attention, la fiscalité ne doit pas être le leitmotiv parce que vous allez le voir dans cette présentation au fur et à mesure. Acheter en SCI dans sa forme la plus courante, c'est à l'impôt sur le revenu, eh bien, ce n'est pas défiscalisant en soi. Alors, sauf si on l'adosse à un bien immobilier qui va nous permettre de bénéficier de dispositifs fiscaux. Et l'autre solution, c'est d'investir à l'impôt sur les sociétés où là, on va avoir une société qui va être fiscalisée à part entière, complètement isolée du patrimoine. Donc ça peut être effectivement un objectif, mais ça ne doit pas être l'objectif initial, comme à chaque fois. De toute façon, la fiscalité ne doit pas être le maître mot des investissements immobiliers. Plusieurs questions, Aurélie. Est-ce qu'on peut insérer dans la SCI des biens à l'étranger? Oui, il n'y a pas de contre-indication. On peut associer un enfant mineur? Alors, on le voit dans la présentation sur ce sujet, mais oui, on peut associer un enfant mineur. Est-ce qu'il y a une autorisation de tous les actionnaires pour vendre un bien qui est dans une SCI? Tout dépend de ce qui a été prévu dans les statuts. D'accord, ça se détermine dans les statuts en fonction des droits de vote nécessaires pour la vente, c'est ça? Et puis, c'est tout à fait ça. Et, enfin, on va le voir là aussi dans l'organisation à suivre. Donc, on va rester focus sur pourquoi on doit investir et pourquoi on doit créer une SCI. Et puis, on va revenir dans le fonctionnement un petit peu plus tard. Ça marche. Donc, les premières questions qu'on doit se poser quand on veut créer une société civile, c'est déjà quel type de bien je veux acheter et quel type d'activité locative je veux en faire. Si on est sur de la location vide, si on est sur de la jouissance personnelle avec un usage privatif, eh bien, c'est aussi ce qui va déterminer quelle forme va prendre cette SCI, si elle doit rester à l'impôt sur le revenu ou si elle doit être à l'impôt sur les sociétés. Puisque si on veut faire de la location meublée permanente ou de la location meublée saisonnière, dès lors que ça représenterait plus de 10% de la société, de facto, on sait qu'on serait sur un impôt sur les sociétés. Et du coup, peut-être que la SCI ne répondrait tout simplement pas à l'objectif initial de l'investisseur et qu'il y a peut-être le fait d'investir en nom propre ou alors en SARL de famille, si on parle du meublé, serait plus approprié.
Là, Donc, si je peux souligner ce point-là, en fait, donc vous avez un grand choix à avoir lorsque vous faites une SCI, c'est est-ce qu'elle va être à l'impôt sur les revenus ou est-ce qu'elle va être à l'impôt sur les sociétés. Et un des critères de sélection de ce choix, c'est est-ce que vous voulez faire la location meublée dans cette SCI. Si c'est le cas, il faudra que vous alliez vers l'impôt sur les sociétés, sinon vous pouvez le faire très bien, vous pourrez le choisir entre les deux librement. Par contre, si vous voulez faire du meublé, c'est forcément une SCI à l'impôt sur les sociétés. c'est ça, c'est-à-dire que ça représente les 10%, c'est tout à fait ça. Bon, après, il y a d'autres structures qui nous permettent de faire de la location meublée par ailleurs. Il y a un commentaire qui a été fait par Romain. Merci pour cette précision. Alors, Romain indique effectivement, attention, quand je donne tout à l'heure dans les motivations, mettre en commun des sommes pour acquérir de l'immobilier, ce n'est pas si facile. Alors, évidemment, moi, ce que j'ai mentionné ici, c'est les objectifs, c'est à quoi répond mon besoin de créer une société. Mais effectivement, mettre en commun des sommes, ce n'est pas facile parce que chaque associé est responsable à 100% de la dette. Et donc, il y a des sujets de taux d'endettement, comme le précise Romain dans le chat. Et puis c'est pas aussi simple que ça. Mais là, on était en train de définir effectivement les objectifs. On va revenir très en détail sur le choix entre impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés pour la SCI. Ne vous inquiétez pas. Le choix des associés, souvent, alors ici, ce n'est pas de vous dire avec qui vous devez vous associer, mais qui peut être un associé. Ça peut être une personne morale, donc vous pouvez vous associer, vous, avec votre société, c'est tout à fait possible. Ça peut être évidemment avec vos proches, vos amis, votre famille, enfin, personne physique. Voilà. En tout cas, ce qu'on doit, et on conclura un peu cette partie, pourquoi investir en SCI, c'est on en finit avec les mythes, et ça s'adresse plutôt à des remarques qu'on peut faire aux particuliers qui ne maîtrisent pas forcément ce sujet de la SCI. La SCI à l'IR n'est pas un outil défiscalisant. La société n'est pas forcément protecteur d'éventuelles dettes parce que c'est ce qu'on entend. Je veux investir en SCI, comme ça j'endette ma société. Et ma société, si elle fait faillite, je ne répondrai pas des dettes. Évidemment que ça ne fonctionne pas comme ça. Les banques ont, pour financer, besoin de garanties personnelles et on est évidemment responsable en 100% de la dette dans une société civile à l'IR. Et puis investir en société ne facilite pas forcément le financement. Parfois, c'est ce qu'on entend aussi. Donc ça, ce sera propre aussi à chaque banque. Mais parfois, certaines personnes nous sollicitent dans ce sens en se disant je veux investir via une société civile immobilière parce que je dépasse mon taux d'endettement personnel. Ce n'est pas forcément une solution. Même si dans une société civile, à l'impôt sur les sociétés, je sais que certaines banques ont une autre visibilité. Mais là, je dirais que c'est vraiment votre courtier ou l'organisme financeur qui sera de bons conseils pour vous sur ce sujet-là. Et attention à l'effet de mode. Effectivement, on a beaucoup de créations de SCI, mais qui ne répondent pas à des objectifs. Et donc, il faut vraiment faire attention à ce sujet. Ce qu'on doit retenir, c'est que la SCI permet de gérer un patrimoine immobilier de manière stable et efficace, puisqu'on aura prévu dans les statuts le mode de gestion, les règles de gestion. Maintenant, passons à la modalité de mise en place de la gestion de cette SCI et les étapes, évidemment. Donc, on va choisir ses associés. Ces associés, c'est minimum 2 associés, personnes physiques ou personnes morales, comme on vient de l'évoquer. Si on perd un associé par un décès, notamment, comment ça se passe? Eh bien, on a 1 an pour régulariser la société. Sinon, on se retrouve dans un cas de dissolution qui pourrait être prononcé. Concernant les enfants mineurs, c'est une question qui nous est souvent posée. Est-ce qu'on peut associer des enfants mineurs? Et tout à l'heure, ça a été la première question. Oui, on peut tout à fait associer des enfants mineurs. La réponse est donc par la positive. Mais les parents qui sont représentants légaux, on doit obtenir en tout cas l'accord de tous les parents. Alors, quand je dis tous les parents, c'est des parents. Et je pense notamment au cas des couples qui
où on a des séparations, on doit bien veiller à obtenir l'accord des 2 parents. C'est indispensable. Et c'est seulement les parents, il n'y a pas d'histoire de juge des tutelles qui doit intervenir. Alors, ça dépend de la situation. C'est-à-dire effectivement que si on a plus de parents dans un cas, où on a des enfants qui sont placés, on sera dans un oui, d'accord. C'est dans le cas où les enfants sont par ailleurs déjà rattachés à ce genre de mécanisme. Okay. C'est ça, tout à fait. Petite précision, les associés figurent sur le CABIS, et ça veut donc dire que lorsque vous avez soit des changements d'associés, soit un déménagement pour l'un d'entre eux, ça va engager forcément des démarches juridiques et des mises à jour avec quelques coûts qui seront associés, même si ce sont des coûts minimes, mais il y a toujours des petits coûts derrière. Il n'y a pas de règle particulière sur qui doit détenir quel pourcentage de la SCI. Un mineur peut avoir 95% et un majeur 5%, ou il y a des règles de ce point de vue-là? Alors, la répartition des associés va déterminer des droits de vote. Donc, quand on est sur un enfant mineur, finalement, ce sera le représentant légaux qui obtiendra, qui prendra les décisions dans un cadre comme celui-ci. Il n'y a pas de contrainte d'un point de vue juridique, attention, d'un point de vue fiscal. Mais d'un point de vue juridique, il n'y a pas de contrainte. Attention toutefois, dans les règles de détention, à ne pas avoir toujours une majorité pour éviter des conflits stériles dans le cadre d'une détention 50-50. Si on a 2 associés qui détiennent 50-50, il y a certaines décisions qui doivent être prises à la majorité. Dans un cas comme celui-ci, on serait bien coincé. Donc, le conseil qui est toujours transmis, c'est d'avoir à minima 51-49. Et s'il y a un crédit qui est fait avec dans la SCI des enfants mineurs, ce sont évidemment les adultes qui portent le crédit. Évidemment, parce que la banque ne pourra pas. Ouais. Donc la décision de crédit se fait sur les personnes solvables. Tout à fait. Le choix du gérant. Alors, le gérant, on peut en avoir un, on peut en avoir plusieurs. Ce sera. Le choix peut aussi être confié à des personnes associées, et c'est dans la plupart des cas la situation, mais on peut également confier à une personne externe. Attention, le gérant engage la société auprès des tiers. Les pouvoirs du gérant vont être, eux, déterminés dans les statuts, donc c'est tout l'intérêt d'être conseillé à ce moment-là, soit par un juriste, soit par son notaire au moment de la constitution, pour bien délimiter le périmètre et le rôle du gérant, et notamment si on devait le confier à une personne externe. Le changement de gérance, là aussi, peut arriver au cours de la détention de la société civile. Dans ce cadre-là, on aurait des annonces légales et cette information doit être transmise au tribunal de commerce. Donc, qui dit changement d'annonce, qui dit publication d'annonce légale, dit également coût associé. Les gérants sont-ils rémunérés? Dans la plupart des cas, ils sont absolument pas rémunérés. Ce n'est pas l'objectif. On est dans des sociétés civiles qui sont faites dans l'objectif de constituer un patrimoine, très souvent détenu soit par des dirigeants d'entreprise avec une partie locaux d'activité et donc gestion SCI détenue par la société et par le gérant, avec un objectif qui va être derrière de tirer des revenus des futurs loyers après éventuellement cession de l'activité. Donc c'est dans ce cadre-là. Ou dans un second cas, on est plutôt sur des constitutions de sociétés civiles familiales avec l'objectif de détenir l'immobilier, et donc on n'a pas forcément de rémunération auprès du gérant. Après, il y a 2 points qui seront à dissocier. Si jamais vous imaginiez de la rémunération,
notamment si on est sur un gérant associé ou pas. S'il est externe, on est clairement dans du salariat, donc il n'y a pas de sujet avec des cotisations sociales et un bulletin de salaire. Si on est gérant associé et qu'on est dans une SCI à l'IR, la rémunération qui serait faite est non déductible et elle serait imposée sur la partie revenu foncier. C'est-à-dire que si on alloue une partie de rémunération, ça se fait par une quote-part plus importante finalement de revenus fonciers. Si la société civile est à l'impôt sur les sociétés et que le gérant est associé, là on est clairement dans une rémunération de TNS, donc travailleurs non salariés, donc cotisation sociale. Et là, pour le coup, on est sur des charges qui vont être déductibles. Voilà pour cette partie choix du gérant. Ensuite, on va avoir le choix du siège social. Le siège social peut être le lieu de situation de l'immeuble, peut être aussi, et c'est souvent le cas, le domicile du gérant. Mais attention, dans ce cas-là, et si on est locataire, il faut prévenir le propriétaire pour obtenir une autorisation. Si on est locataire d'un bien qui est détenu par un bailleur social, cette autorisation sera limitée à 5 ans. Il faudra trouver une autre alternative au terme des 5 ans. Et enfin, on a aussi le choix d'avoir une société de domiciliation. Ce choix sera pertinent notamment en fonction de la cotisation foncière des entreprises. Donc, vous savez qu'en ayant une domiciliation de SCI, eh bien, on peut être assujetti à la CFE dans certains cas et que la CFE, elle est tellement variable d'un territoire à un autre. Notamment, on peut être exonéré quand on est en ZRR, donc zone de revitalisation rurale, comme on peut être fortement taxé sur certains territoires et très peu à Paris. Donc, on peut avoir le choix d'aller chercher une société de domiciliation pour ces sujets. Attention, si on fait le choix de domicilier le gérant, le siège social de la société chez le gérant et qu'on pense que le gérant peut déménager facilement ou avoir, entre guillemets, une instabilité au point de vue de la résidence principale, rappelez-vous qu'à chaque fois qu'on a un déménagement du gérant, il y a donc un transfert de siège social et donc là, on a encore des formalités juridiques. Et si on a des formalités juridiques, on a aussi des coûts qui sont associés, même s'ils sont minimes, mais en tout cas, il faut les intégrer. Concernant le capital social, c'est aussi une des questions qui arrive. Combien? Il n'y a pas d'exigence minimum. Et quel est le montant qui va être conseillé? Bien, je dirais qu'il faut plutôt voir avec le financier ici, qui a peut-être, lui, des attentes de ce côté-là. Mais d'un point de vue purement fiscal comptable, pas de sujet en termes de conseils. Il n'y en a pas forcément. Quelques étapes un peu spécifiques qui peuvent être liées à l'apport de biens, à l'apport en nature dans une société. Notamment, ça pourrait être le cas, je souhaite apporter un immeuble à ma société, à ma société civile immobilière. Dans ce cadre-là, les statuts sont obligatoirement des statuts notariés puisqu'il s'agit finalement d'une mutation d'un bien immobilier qui est apporté par un des associés. Donc, dans un cadre comme celui-ci, c'est uniquement le notaire qui aura un rôle de conseil à ce moment-là. Dans le choix des étapes, on va voir l'étape sur l'option fiscale. IR, IS, est-ce qu'on opte à l'impôt sur le revenu ou est-ce qu'on opte à l'impôt sur les sociétés? On détaillera évidemment ces points-là tout à l'heure. Et également sur des sujets de TVA, et on abordera ce point de TVA aussi dans la présentation. Mais en tout cas, c'est au moment de la Constitution qu'on devra faire ces choix fiscaux. Concernant la rédaction des statuts, on a la possibilité d'aménager certains points par des clauses d'agrément. On peut encadrer l'arrivée des nouveaux associés. On peut aussi anticiper éventuellement le décès, c'est-à-dire comment on prévoit la transmission de parts en cas de décès. Donc, tous ces sujets-là sont évidemment évoqués au moment de la rédaction des statuts et sont évoqués par votre conseil qui est souvent donc soit un juriste ou le notaire. En tout cas, ça nécessite d'être accompagné si on veut bien anticiper tout un tas de points.
Une question sur l'option fiscale. Est-ce qu'on peut Oui. la changer en cours de vie de la SCI? C'est une question de Jackie qui demande, je choisis une option à l'IR, est-ce que je peux passer à l'IS après? Oui, tout à fait. On a la possibilité de basculer de l'impôt sur le revenu à l'impôt sur les sociétés. Mais on le verra aussi tout à l'heure dans le déroulé, on sera sur sur le sujet purement fiscal et non sur les étapes de la constitution de la SCI. La question qui est fondamentale, c'est est-il nécessaire de créer une SCI par bien? Et là, c'est très difficile d'y avoir une réponse toute faite. Je dirais que tout dépend des opérations, tout dépend là aussi de vos projets. Mais malgré tout, souvent les juristes ont tendance à dire le conseil, c'est un bien par société civile immobilière. Alors, je peux soutenir ce conseil dans bien des cas, et puis bien parfois, on a quand même une autre vision de se dire ça ne sert à rien de démultiplier les SCI aussi, parce qu'à chaque fois qu'on les démultiplie, c'est des coûts de gestion pour chaque création, et c'est des coûts aussi de gestion, de comptabilité ou gestion fiscale derrière. Parfois, ça n'a pas de sens. Mais ça en a dans certains cas, et c'est tout le risque de se dire attention, quand on met tous les lots dans une même SCI, eh bien, on a des contraintes, on manque de souplesse quand on veut faire certains arbitrages. Notamment, je vais prendre l'exemple d'une société civile à l'impôt sur le revenu. Si on envisage donc faire de la location meublée sur un bien à l'intérieur, alors si le bien représente moins de 10%, enfin si le chiffre d'affaires qui va être généré représente moins de 10%, je dirais qu'il n'y a pas de difficulté, puisqu'on pourra réaliser de la location meublée à l'intérieur de cette SCI. En revanche, si ça dépasse les plus de 10%, ça entraîne fiscalement un changement d'option et on n'a certainement pas envie d'avoir un changement d'option à chaque fois sur l'ensemble des lots. Et pourtant, cette option, elle est faite sur la SCI. Donc, ce choix entraîne tous les autres biens. Donc, dans un cas comme celui-ci, c'est préférable effectivement d'avoir un bien par société. Donc, il faut vraiment regarder avec le client quelles sont ses attentes en termes de gestion, qu'est-ce qu'il veut en faire dans cette société. Je dirais que quand on est à l'IS et qu'on envisage d'être à l'IS, on peut tout apporter à l'intérieur, il n'y a pas de sujet. Quand on est à l'IR, on regardera bien les motivations et toutes les difficultés que ça pourrait entraîner de tout mettre dans la même structure en fonction, là encore, du client. Toujours difficile, hein. On a rarement de réponse binaire, ce qui est un peu frustrant, mais ce sera toujours les attentes du client qui seront déterminantes et les attentes au moment où il créera, évidemment qu'elles vont évoluer dans le temps, mais il faudra se repositionner au conseil qui a été transmis au moment de la création. Et à propos d'une SCI par bien ou plusieurs SCI, si j'ai déjà une SCI à l'IS, j'ai quand même un intérêt particulier à créer une autre SCI séparée à l'IS ou pas? Tout dépend des associés qu'on veut y mettre, en fait. Donc, oui, d'accord. Ça, c'est piloté par le fait que je veux associer d'autres personnes. Mais si c'est les mêmes associés, il n'y a pas tellement de raison à ce moment-là d'en faire une deuxième. Hein. On est d'accord. Pas d'intérêt, effectivement. Alors, sauf, spontanément comme ça, je dis pas d'intérêt. D'accord. Donc, si je résume juste sur ce point-là, parce que c'est des questions qu'on a eues sur combien de SCI il faut. Donc, à l'IS, une seule, sauf si vous voulez avoir des groupes d'associés différents. Et à l'IR, là, faites bien attention. Si vous voulez faire de la location meublée, il vous faudra probablement des SCI ou une SCI spécifique pour faire de la location meublée et qui sera, elle, à l'IS. Je vais vous donner un exemple tout concret. Je viens de raccrocher d'une visioconférence juste avant de commencer celle-ci. J'avais le cas d'un client justement qui, dans sa société civile immobilière, détenait sa résidence principale, des investissements locatifs et réalisait également de la location meublée saisonnière. Jusque-là, la location meublée saisonnière, les chiffres d'affaires étaient en deçà des 10%. Donc, pas forcément d'alerte. Sauf qu'en cédant un bien, eh bien, il se retrouve à avoir une SCI à l'IR qui a un chiffre d'affaires qui pèse 25%, un chiffre d'affaires de location meublée qui pèse 25%.
Seulement, il a sa résidence principale à l'intérieur. Donc, il y a un arbitrage immédiat qui doit être fait. Et c'est toute la difficulté, finalement, d'avoir tout dans cette même structure. Ce client, en l'occurrence, lui aurait dû, à mon avis, faire sa résidence principale, évidemment, dans une société civile à part, et puis scinder chaque bien pour avoir plus de souplesse dans ses arbitrages. Là, il a de la chance puisque je dirais qu'il a encore la possibilité de régulariser très rapidement parce qu'il a l'information à l'instant T et que l'administration fiscale ne lui tombe pas dessus. Par contre, si l'administration fiscale lui tombe dessus aujourd'hui au moment où je vous parle, tout bascule à l'impôt sur les sociétés et les conséquences sont dramatiques fiscalement parlant d'un point de vue notamment de sa résidence principale. Donc, les étapes, quand on envisage donc de constituer une société civile immobilière, rédaction de projet des statuts dans un premier temps, on dépose le capital à la banque, on nomme via un PV de nomination le gérant de la société, on domicilie, si on a choisi de domicilier auprès d'une structure, la SCI, on signe ensuite les statuts, on l'immatricule au registre du commerce des sociétés. Et il y a donc cette déclaration d'existence qui est faite au SIE, Service des impôts des entreprises, et une éventuelle lettre d'option à l'impôt sur les sociétés, si c'est le cas, ou une éventuelle lettre d'option à la TVA sur les lots assujettis à TVA, si c'est le cas. Quels sont les délais en moyenne pour constituer une SCI et quels sont les coûts? Il faut compter grosso modo 15 jours. Les délais vont être le plus long, ça va être plutôt sur les allées-venues sur le projet de statut. Ce n'est pas tant dans la Constitution, c'est véritablement sur tous les conseils qui vont être amenés, les questions qui vont être à se poser. Il faut compter une quinzaine de jours. Le coût d'une constitution d'une SCI, alors tout dépend. Je dirais que ça va de 650 € hors taxe, c'est les tarifications qu'Amarissimo peut proposer dans une constitution, mais on va jusqu'à 1000, 1500, 2000 si on passe par un avocat ou si on passe par un notaire en fonction des politiques tarifaires. À cela s'ajoutent obligatoirement des frais de formalité, c'est les frais de dépôt d'annonce notamment, qui sont de 200 € TTC. Donc, en termes de conseil, auprès d'un client, vous pouvez lui annoncer un coût moins de 1000 € TTC sur le constitution et frais de formalité inclus. Et ça c'est toute la constitution, les statuts, etc. C'est des services que vous assurez pour ce coup-là, oui, que tu indiques chez Amaris. Voilà, Amarissimo propose effectivement ces services pour ses clients à partir du moment où on va gérer la comptabilité derrière des structures. La SCI, petite précision évidemment, doit avoir un compte bancaire obligatoire à côté. Bon, je transmets juste à titre d'information, mais c'est quand même important à avoir. Concernant le fonctionnement de cette SCI, chaque année, la SCI devra réaliser une assemblée générale et elle va mettre en place un registre des assemblées générales. Registre des assemblées générales qui va être coté par le tribunal de commerce. Ça veut donc dire qu'on va imprimer un registre, donc des feuilles tout simplement, qu'on va adresser au tribunal de commerce qui va les codifier par un pinceau avec un code. C'est donc sur ce registre qu'on devra donc écrire toutes ces décisions d'assemblée générale. La convocation d'une assemblée générale est obligatoire au minimum chaque année, donc notamment pour l'approbation des comptes. Quand on est dans une SCI allière, très souvent ça se fait à Noël dans les rassemblements familiaux, et dès lors qu'on est avec des associés de même famille. Mais en tout cas, rappelons-le, c'est obligatoire d'avoir une assemblée générale. L'assemblée générale, il y a une première AG qui a lieu pour nommer notamment le gérant. Une assemblée générale sera obligatoire également pour révoquer le gérant s'il y a des révocations, pour prendre toute délibération, approbation des comptes, distribution de dividendes si on est notamment dans une SCI à l'IS. Et puis après, on peut avoir des AG extraordinaires selon les statuts. Et là aussi, en fait, quand on se pose la question sur les ventes, etc., tout dépend des pouvoirs, des pouvoirs qu'on va transmettre aux gérants. Il faut savoir que les gérants, ils vont avoir des pouvoirs d'administration, mais également pouvoir
d'aller jusqu'à la vente du dit bien immobilier. Donc, attention à ce qu'on indique dans les statuts et les pouvoirs qu'on va transmettre à ce gérant. Les PV d'AG sont à conserver donc dans le registre, ad vitam aeternam, mais on n'a pas de dépôt des comptes au greffe car on est sur des sociétés civiles, mais pas sur des sociétés commerciales, donc les dépôts de compte ne se font pas auprès du greffe. La durée de la société civile, elle a une durée maximale de 99 ans. Et évidemment qu'on a une obligation derrière de déclarer ses loyers et les obligations comptables en fonction des options fiscales qu'on a choisies. Chaque associé a une représentation dans la société en fonction évidemment des quotes-parts qu'il détient. Maintenant, la grande question qui vous anime surtout, c'est quelles sont les options fiscales qu'on peut avoir. Doit-on choisir une société à l'impôt sur le revenu ou une société à l'impôt sur les sociétés? On va rapidement rappeler chaque cas. La société civile à l'impôt sur le revenu, c'est une société qui est dite transparente et elle va obligatoirement héberger des locaux d'habitation qui sont loués vides, des locaux commerciaux professionnels qui sont non équipés, qui nous permet donc d'avoir des revenus fonciers et également des parts de SCPI. Tout ce qui se déclare dans des revenus fonciers classiques, comme lorsqu'on détient des biens en nom propre. Il y a une incompatibilité, on ne cesse de le répéter, avec la location meublée, dès lors que ça représente plus de 10% du chiffre d'affaires. Et dès lors que ça représente plus de 10%, on ne peut pas être à l'IR avec une location meublée à l'intérieur. En termes d'obligations, sur une société civile à l'impôt sur le revenu, on est tenu à une comptabilité de caisse, donc on n'a pas d'obligation de fournir un bilan, même si c'est malgré tout vivement recommandé, notamment sur des sujets de transmission. Donc on doit tenir une comptabilité de caisse et avoir ses PV d'assemblée générale annuelle, notamment si on a une demande de l'administration. On va déclarer tous ces éléments sur la déclaration 2072 et on viendra reporter sur notre déclaration 2044 de revenus fonciers la quote-part en fonction de chaque quote-part de détention des associés. Les associés peuvent être aussi des personnes morales comme des personnes physiques, même membres d'une même famille ou non, ça n'a pas d'importance. D'un point de vue fiscalité, donc on répond aux mêmes règles que les revenus fonciers. C'est la raison pour laquelle on indique vulgairement que la société civile immobilière à l'IR, donc dans sa forme la plus courante, n'est pas défiscalisante puisque c'est exactement les mêmes règles que les revenus fonciers. Chaque associé paye son impôt sur le revenu en fonction de sa quote-part des bénéfices reçus et qui correspondent aux bénéfices, aux revenus fonciers sur les mêmes règles de revenus, de distribution de revenus. Si je peux insister sur ce point, parce que ça me semble important, le fait de créer une SCI à l'IR, l'impôt sur les revenus, donc n'a pas d'impact fiscal particulier, puisque c'est la même chose que si vous déteniez le bien en direct. En revanche, ce qui change, et on a eu des questions là-dessus, c'est en termes de donation, de facilité de gestion du bien et de répartition de ce bien. Donc peut-être tu peux réinsister, s'il te plaît, Aurélie, sur les avantages à ce moment-là. On l'évoque après les sujets sur la transmission, la vente, la cession de parts. C'est évoqué. Mais effectivement, en préambule, la transmission de parts est moins coûteuse et donc et a un fonctionnement plus simple. Donc fiscalement, de ce point-là, ça peut être intéressant. Mais là encore, ça dépend de tout un tas de choses, évidemment, parce que transmettre des parts, démembrer des biens, il y a plein de solutions aussi pour limiter les coûts en termes de transmission. Pour revenir toujours sur cette fiscalité, le résultat est obtenu en tenant compte des loyers et des charges qui sont déductibles l'année, au cours de l'année, puisque nous sommes à l'impôt sur le revenu. Donc, on va pouvoir déduire exactement les mêmes sommes que les règles de revenus fonciers, à savoir des intérêts d'emprunt, des travaux d'entretien et de réparation,
des travaux d'amélioration des locaux d'habitation, les éventuels impôts et taxes qu'on va pouvoir payer qui seront éventuellement une taxe foncière et l'assurance qui est liée à l'immeuble. Si on a un déficit, alors on a une déduction maximale possible de 10 700 € sur la base imposable taxable à l'impôt sur le revenu. C'est la règle des déficits fonciers. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça va s'appliquer là pour le coup à chaque associé. Mais c'est les mêmes règles que si on détient en indivision, hein. Mais en tout cas, c'est intéressant de ce point de vue-là. Si on a des déficits fonciers à hauteur de 10 700 et qu'on a deux associés sur deux foyers fiscaux différents, chacun d'entre eux pourra aller imputer jusqu'à 10 700 € de sa base imposable. Et évidemment, le solde, ce qui dépasse, eh bien, ce sera reporté pendant 10 années. Les charges qui sont pour le coup non déductibles sont les frais d'acquisition. On ne va pas pouvoir déduire les frais de notaire. On ne pourra pas déduire les frais d'agence également. Et l'immeuble est inscrit à l'actif du bilan d'ouverture de la SCI à l'IR, mais ne permet pas de déduire un amortissement comme dans le cas d'une SCI à l'IS. Donc l'amortissement, on le rappelle, hein, c'est la possibilité de déduire finalement le coût d'acquisition de son bien immobilier par des règles comptables qui nous permettent de comptabiliser une charge fictive sur l'usage du bien. On le reprécisera tout à l'heure, notamment sur la SCI à l'IS. Les honoraires de courtage sont déductibles? À mon sens, non. Il faudra le vérifier, mais à mon sens, non. Alors, ça dépend ce qu'on entend par courtage. Courtage en crédit. Le courtage en crédit, il se pourrait qu'il y soit, pour le coup. Oui. Ça nécessiterait que je le revérifie. J'ai un doute là, spontanément. Ouais, non, c'était pour confirmer en fait que oui, c'est bien le cas. Hein. Vous en parlez à votre courtier de toute façon quand vous le faites, mais il vous confirmera. Vous pouvez intégrer ces coûts de courtier, de votre courtier dans les charges déductibles. Mais le courtage immobilier, pour le coup, non. Puisqu'on s'apparente à des frais d'agence. Oui, on parle de courtage en crédit immobilier. La société civile à l'IR a un principe comptable qui va différer selon les associés, en fait. Dès lors qu'on n'a que des associés personnes physiques, on va établir la 2072 et avec le principe qu'on vient d'évoquer, loyer, donc encaissement, moins décaissements qui vont être effectués et avec un traitement, un retraitement pour les revenus fonciers en fonction des quotes-parts déductibles ou pas. Pas d'amortissement possible des immeubles. En revanche, lorsque les associés sont des personnes morales, à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés avec des bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices agricoles, on va établir une 2072 selon le principe des BIC. Et donc, on va constater l'amortissement de l'immeuble et on va décomposer l'immeuble et appliquer cet amortissement sur la quote-part détenue par l'associé, puisque ça remontera évidemment dans le chiffre de cette structure. Donc, c'est un peu spécifique. C'est une petite règle qui est différente et qui va plutôt concerner les chefs d'entreprise qui, par l'investissement, par leur société, ont fait le choix d'investir via une société, dans une SCI et se retrouvent associés de leur SCI, eux et leur structure. Concernant la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, il faut savoir que dans une société civile à l'impôt sur le revenu, la règle d'ailleurs c'est exactement le même qu'à l'impôt sur les sociétés, on a des locations qui sont exonérées de TVA. Donc, qui sont hors champ de TVA, notamment les locations de logements vides. Les locations de logements vides sont hors champ d'application de TVA. Les locations de terrains non aménagés de la même manière, et ça, peu importe la qualité du locataire. Peu importe qu'on ait un locataire qui soit assujetti à la TVA ou pas. Il n'y a donc aucune TVA déductible possible dès lors qu'on est dans une location exonérée.
Donc, si je fais la location d'un logement d'habitation, à aucun moment je vais pouvoir le faire opter à la TVA et à aucun moment je vais pouvoir déduire la TVA sur ce bien-ci. En revanche, certains biens nous permettent d'opter à la TVA. C'est le cas des biens destinés à l'usage commercial, industriel, professionnel ou administratif. Et d'autres qui sont de plein droit, notamment les locaux équipés ou les locaux équipés, tout simplement. Si on a fait le choix d'opter à la TVA dans un local commercial, et que la SCI détient plusieurs locaux commerciaux, on peut très bien faire le choix d'opter à la TVA pour un et de ne pas opter pour l'autre. Cette option est bien sûr le bien immobilier. Dans ce cadre-là, on adresse un courrier au SIE, au service des impôts des entreprises compétents, pour l'informer qu'on a fait le choix d'opter à la TVA sur ce bien. Et cette option débute au premier jour du mois de la demande. Attention, je vous ai indiqué donc tout à l'heure l'usage, qu'on est dans des choix possibles. Toutefois, lorsqu'on fait de la location d'emplacement de stationnement, donc place de parking, on est obligatoirement soumis à la TVA, mais on peut tout à fait choisir la franchise en base dès lors qu'on a un chiffre inférieur au plafond de la franchise en base. Donc, si la SCI opte pour la TVA et qu'elle loue des biens à la fois exonérés et assujettis à la TVA, elle devra procéder à un prorata de TVA sur les frais. Concrètement, ce que je suis en train de dire, c'est que si vous avez un local commercial qui est assujetti à TVA d'un côté, l'autre, des bureaux qui ne sont pas de l'autre, vous savez que vous allez donc collecter de la TVA pour la reverser à l'administration fiscale. Et vous allez donc reverser cette TVA moins la TVA que vous avez vous-même payée par ailleurs. Mais cette TVA payée par ailleurs, si elle est liée par exemple à la comptabilité de cette structure, vous avez eu un taux de TVA sur des honoraires qui se sont appliqués. Seulement, vous allez pouvoir déduire que 50% si on a 50% de votre activité qui est assujettie à TVA et les 50% qui n'y sont pas. Donc, il y a des règles de prorata qui se mettent en place. Bon, là, rassurez-vous, alors soit vous vous sentez à l'aise pour le faire, mais en général, vous avez votre comptable qui vous accompagne et c'est lui qui gère ces déclarations de TVA. Oui, c'est jamais très simple les déclarations de TVA. Si jamais on a le choix d'opter ou non pour la TVA, il y a un intérêt particulier à opter pour la TVA dans ce cas-là? Il faut faire attention parce qu'en fait, on est souvent très attiré par justement le côté récupération de la TVA. Et notamment, c'est le cas pour des travaux, par exemple. Je fais des travaux sur un bien immobilier, donc du coup, j'ai envie d'opter à la TVA pour les récupérer. Oui, c'est une possibilité. Seulement, derrière, vous allez collecter de la TVA aussi. Donc, si vous avez, alors en plus, sur le cas des travaux, vous allez vous allez déduire un droit de TVA de 10%, et vous allez être contraint d'en collecter après sur vos loyers sur un taux de TVA à 20%. Donc, faut faire attention. En fait, c'est plutôt souvent votre locataire qui va vous le demander d'opter à la TVA parce que lui, il va y voir un intérêt. Donc, vous, dans votre rendement, il faut bien prendre dans ce cas-là le rendement hors taxe, le loyer hors taxe, parce que c'est celui qui restera dans votre poche. Et donc, si vous décidez de louer un logement 500 € et que votre locataire souhaite opter à la TVA, il faudra bien rajouter le taux de TVA à votre loyer pour que vous, en tant qu'investisseur, vous ne soyez pas perdant sur votre rendement. Concernant la vente d'un bien d'une société civile à l'impôt sur le revenu, eh bien, c'est donc le gérant, sauf si les statuts prévoient des limites dans ses pouvoirs de gestion, mais en tout cas, c'est le gérant qui est compétent, tant sur l'arbitrage que pour la signature de la vente. Donc, c'est lui qui va gérer et porter cette opération. L'imposition, on est sur la plus-value des particuliers, avec des impositions à l'impôt sur le revenu, sur des taux de 19% et 17,2% sur les prélèvements sociaux.
Vous savez que on a une règle de dégressivité qui s'applique, et notamment par année de détention. C'est-à-dire qu'à partir de 6 ans, on va avoir un abattement de 6% jusqu'à la 21e année. Et sur la 22e année, on a 4% d'abattement. Et au-delà, donc à partir de 23 ans, on est complètement exonéré d'impôts sur la plus-value. En revanche, on a des cotisations sociales qui, eux aussi, fonctionnent de la même manière avec un abattement par année de détention qui sont de 1,65% à partir de la 6e année jusqu'à la 21e année. La 22e année, on a un abattement de 1,6%. Et à partir de 23 ans, on a donc 9% tous les ans pour être complètement exonéré au bout de 30 ans. Petit rappel, malgré tout, si on a une plus-value très importante, là aussi, on a une taxe supplémentaire qui s'applique pour les plus-values supérieures à 50 000 € de 2 à 6% selon la plus-value. Donc, on est dans les règles classico-classiques des particuliers. Comment se calcule ce prix de vente? Eh bien, c'est le montant, enfin, la plus-value, pardon, c'est le montant qui va être mentionné sur le prix de vente, moins le prix d'acquisition, qui va être dans la plupart des cas majoré à 22,5%. Alors, je dis dans les plupart des cas, c'est ce taux-là, c'est-à-dire que j'ai un bien vendu 350 000 €, eh bien, je vais avoir une majoration de 22,5% dès lors que je le détiens depuis plus de 5 ans. Et ces 22,5% correspondent à un forfait travaux qu'accepte l'administration fiscale de 15%, ainsi qu'un forfait pour frais d'acquisition de 7,5%. Évidemment, si vous avez eu des travaux qui sont bien supérieurs à cela, on prendra le montant des travaux au réel, mais c'est dans l'hypothèse où soit on ne peut pas le justifier parce qu'on a fait des travaux soi-même, ou pour toute autre raison, on applique donc ce forfait. Ce qui veut donc dire que dans le cadre de cette déclaration, cette plus-value, elle va être déclarée par le notaire sur un CERFA qui est le numéro 2048. C'est le notaire qui va traiter cette déclaration de plus-value. Et elle serait faite sur un exemple comme celui qu'on vient d'évoquer tout à l'heure sur l'achat d'un bien à 350 000 et une revente à 450 000, calculée sur une base de 21 250, puisqu'on a majoré les 350 000 de 22,5%, donc ça veut donc dire 428 750 €. À partir de 428 750 € jusqu'à 450 000, c'est là qu'on a nos 21 250, notre véritable plus-value, qui nous sert de base de calcul au titre de l'impôt sur le revenu. On a donc calculé sur cette base-ci quelle serait la taxation sur un bien détenu au bout de 5 ans, au bout de 15 ans et au bout de 25 ans, pour que vous voyez que, puisque c'est les mêmes règles que le particulier, plus on détient son bien longtemps dans une SCI à l'IR, et bien plus la plus-value est faible et complètement neutralisée. Deux questions là-dessus. Alors évidemment, les taxes sur les plus-values ne s'appliquent pas aux résidences principales. On parle de… Ah, bien sûr. Tout à fait. Hors résidence principale, où là, il n'y a pas de… Hors exonération possible. Vous savez qu'il existe aussi des exonérations de vente d'une résidence secondaire dans l'hypothèse où on affecte le produit de cette vente au rachat de sa propre résidence principale, dès lors qu'on n'a pas été propriétaire, notamment. Donc, on a quelques cas d'exception sur les exonérations. J'avoue que je ne suis pas rentrée dans le sujet, je suis plutôt partie du postulat qu'on s'adressait à l'investisseur qui avait une fiscalité. Ouais. Mais tu as raison de me souligner, Mathieu, parfois. Ouais. De la même manière, une question de Jean-Loup qui s'interroge sur la date à laquelle ça fait référence, ces exonérations de plus-value. Est-ce qu'il s'agit de la date d'achat du bien? Je pense que c'est bien le cas, plutôt que de la date de rentrée dans la SCI. Si jamais on achète il y a 10 ans un bien et que je le fais rentrer juste maintenant dans la SCI, je bénéficie bien des 10 ans antérieurs avant la rentrée dans la SCI pour calculer la plus-value. Alors, en fait, oui et non. Ce qui se passe, c'est que si j'apporte mon bien à la SCI, je vais donc avoir une cession qui va déjà se faire ici. Ouais. Donc, et en règle générale, on a fait de sorte à ne pas avoir de plus-value à payer. Donc, du coup, c'est bien au moment où j'apporte mon bien dans la SCI
que j'ai un point d'entrée sur la détermination du montant, puisque c'est là que je deviens propriétaire, et c'est bien là que la SCI devient propriétaire. Et quand la SCI va revendre, au bout de 10 ans, ce sera 10 ans à partir du moment où c'est apporté. D'accord. Donc, ce n'est pas la date d'acquisition initiale du bien, c'est la date de rentrée dans la SCI, puisque c'est une acquisition en tant que telle, la rentrée dans la SCI d'un bien. C'est tout à fait ça. OK. C'est la date de la mutation, en fait. Ouais. Donc, vous le comprenez à travers cet exemple que dans sa forme la plus classique et la plus répandue, en fait, la SCI n'est pas du tout un instrument d'optimisation fiscale. Et donc, si vos clients viennent vous solliciter à ce sujet, d'un point de vue revenu locatif, ça ne l'est pas. Il n'y a pas de solution en tant que telle. Par principe, le fait de détenir un patrimoine via votre SCI ne réduit donc pas votre pression fiscale sur vos revenus locatifs. La SCI répond donc à des règles aux mêmes règles que lorsqu'on détient son bien en direct, mais la SCI a plutôt pour ambition et répond plutôt à un objectif de transmettre des parts, et d'associer au fur et à mesure ses enfants. Alors, ses enfants ou autres personnes qu'on voudrait associer, mais en règle générale, c'est ses enfants. Donc, parce que la transmission de parts, la taxation va être moindre, et puis parce que quand on transmet des parts, ce n'est pas un acte notarié. Donc, on a effectivement une taxation qui va s'appliquer, qui doit être vue un peu plus loin, mais comme ce n'est pas un acte notarié, il n'y a pas de mutation de vente. On transmet des parts et ce ne sont que des actes juridiques qui sont générés derrière. Donc oui, on a des frais de formalité qui vont s'appliquer sur les cessions de parts, mais c'est très minime. Alors, ce n'est pas la même chose que de vendre sa SCI, tout court. Par contre, ce n'est pas la même chose. On est d'accord, parce que vendre sa SCI tout court, c'est souvent vendre le bien de la SCI. C'est comme ça que ça s'organise. Donc, si on est alors, Aurélie, on ne t'entend plus. Il y a un problème de connexion chez toi. Est-ce que tu nous entends? Je vais essayer d'appeler. Alors, on a perdu Aurélie. Je vais essayer de la reconnecter. Excusez-nous pour ce petit intermède. Effectivement, il y a Houston, on a un gros problème. Comment je peux la réinviter? Donc, hop, on y va. Alors, Aurélie, on t'entend toujours pas. Désolée, normalement… Ah, ça y est, ouais, on t'entend. Vas-y. Super, je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé, problématique de réseau visiblement. Donc, j'étais en train de vous dire que si la société civile alière dans sa forme la plus classique et sur ses revenus locatifs n'est pas un outil de défiscalisation, en tout cas, sur la partie société civile à l'impôt sur les sociétés, je ne sais pas si on peut dire que c'est défiscalisant, mais en tout cas, ça permet d'isoler la fiscalité et ça permet d'éviter aux propriétaires… Alors, je vais couper les notifications, pardon, excusez-moi, parce que j'entends un petit bruit. Voilà. C'est bon. En tout cas, ça permet donc aux propriétaires, aux associés plutôt, d'éviter d'être fiscalisés directement ou de supporter cette fiscalité directement. Donc, la SCI à l'IS, elle a l'avantage de pouvoir héberger tous les produits immobiliers, tous les produits locatifs, nus, meublés, équipés. On fait ce qu'on veut à l'intérieur. On peut mettre des SCPI aussi? Ouais, mais alors là, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, mais bon, faudrait voir. Ça dépend des… Faudrait regarder.
Là aussi, c'est au cas par cas. Mais oui, en tout cas, on peut. On profite des règles comptables applicables aux sociétés commerciales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, on a des règles fiscales qui sont beaucoup plus stables. Parce que ce sont des règles qui sont propres aux activités professionnelles et que contrairement à la fiscalité du particulier, en règle générale, on a plutôt tendance à avoir des taux qui vont à la baisse plutôt que des taux qui vont à la hausse. Et notamment sur le résultat. Et notamment, je vois qu'il y a une petite erreur qui s'est glissée. Le taux de fiscalité de cette SCI, elle est de 15% jusqu'à 38 120 €, 25% jusqu'à 500 000 et au-delà, on est à 33% en tiers. Donc, c'est quand même moins important que lorsqu'on détient en nom propre. La plupart des cas, lorsqu'on détient des biens en nom propre et qu'on est investisseur, on est plutôt sur une TMI qui est à minima de 11%. C'est très rare d'avoir, ça arrive, mais d'avoir des investisseurs à zéro. Et très souvent, surtout sur 30%, voire au-delà. L'avantage de cette SCI-LIS, c'est que finalement, on n'est pas redevable des prélèvements sociaux, contrairement à la SCI-LIR, où on va avoir ces 17,2 qui vont aussi venir s'appliquer. Mais surtout, l'avantage, c'est que comme on profite des règles comptables d'une société commerciale, ça veut donc dire qu'on va avoir des loyers qui vont être imposés dans cette société. D'ailleurs, qu'ils soient encaissés ou non, puisqu'on va être sur une comptabilité d'engagement, ça veut dire toutes les sommes qui sont dues sur la période donnée, qui sont engagées sur la période donnée, eh bien, ce sont des sommes qui vont être comptabilisées, qu'il s'agisse d'un loyer ou qu'il s'agisse d'une charge. Si mon loyer est dû sur la période, l'exercice 2021, mais que j'ai un impayé sur le dernier décembre 2021, et qu'on est en mars 2022, eh bien, dans mon bilan, il apparaîtra quand même en 2021. En revanche, si jamais en 2022, on n'a pas régularisé et on mettra dans un compte spécifique et au bout d'un moment, ça basculera en perte et profit si on a un véritable impayé. Mais autrement, il sera donc en réserve en attendant. Ça, c'est la première chose. Mais sur les charges, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire que si j'ai eu une facture à payer au mois de décembre, mais qu'en réalité, j'ai oublié de la payer sur cette période-là et qu'elle a été payée qu'en janvier, on n'est pas sur les mêmes règles que les revenus fonciers. Elle est due en décembre, elle est comptabilisée en décembre. Donc, toutes les charges et tous les loyers engagés sur la période sont comptabilisés et sont donc déduits. Le gros avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir immobiliser l'immobilier. Et donc, on va comptabiliser un amortissement. L'amortissement, c'est donc cette fameuse charge fictive, le fait de mettre votre immobilier à l'actif de cette société, que ce soit votre outil pour pouvoir générer les revenus locatifs, bien comptablement, on va calculer une dépréciation annuelle, ce qui est assez incroyable puisque c'est antinomique avec les règles propres de la valorisation de l'immobilier, mais comptablement, en tout cas, c'est ce qui va se passer. Ce qui veut donc dire qu'on va avoir cet amortissement qui représente entre 50 et 80% des revenus locatifs dans la plupart des cas. Et donc, sans avoir dépensé un seul centime, cette charge fictive va être là pour anéantir les frais dans cette SCI-LIS. Et ensuite, quand on rajoute la taxe foncière, des intérêts d'emprunt, une assurance propriétaire non occupant et diverses charges qui pourraient s'appliquer, eh bien, on est dans la plupart des cas sur des revenus qui sont nets d'impôts entre 20 et 30 ans. Les bénéfices, donc, sont très souvent nuls, mais s'ils étaient positifs, ils seraient taxés au barème qu'on a évoqué ci-dessus, donc 15, 25 ou 33% un tiers. Donc, ces bénéfices ont l'avantage d'être taxés dans la société et ne sont pas taxés chez l'associé. C'est ça le point positif. Parce que du coup, en vitesse de croisière, en vitesse d'acquisition du bien immobilier, eh bien, ça ne surcharge pas la fiscalité de l'associé. En revanche, on a des fonds qui sont dans cette SCI et on a deux points d'alerte. Alors, le premier, c'est que si on veut se sortir de l'argent de cette
SCI, on va pouvoir le faire à hauteur de son résultat comptable. Et si les premières années, on a un résultat comptable négatif, ça veut donc dire qu'on ne peut pas se sortir d'argent de cette SCI. Ensuite, si on a un résultat positif et qu'on veut se sortir de l'argent de cette SCI, on va avoir une taxation sur les dividendes. Très souvent, c'est la flat tax parce que fiscalement, c'est celle qui est souvent la plus appropriée chez l'associé, donc qui est à 30%. Un petit point technique, Aurélie, juste sur le partage d'écran, comme tu es sorti tes revenus, il y a peut-être certains participants qui voient plus partage. Est-ce que tu peux l'annuler, le refaire? Ça va peut-être les aider à le retrouver. Certains le voyaient, mais d'autres non, donc peut-être que ça va les aider. Désolé pour ceux qui voyaient bien. Pas de problème. Partager. Allez, hop. Donc il y a une double taxation, hein, c'est ça que. Alors on voit pas encore ton partage, mais j'en profite. Il y a une double taxation. Il y a celle des revenus, du résultat net à l'impôt sur les sociétés, et celle de lorsque vous voulez sortir de l'argent, où là c'est flat tax ou taxation des dividendes. C'est tout à fait ça. Donc, j'ai dit 30% sur la taxation des dividendes, mais c'est vraiment du cas par cas parce que vous savez que quand on sort les dividendes, on peut se faire taxer après un abattement de 40% en fonction de sa tranche marginale d'imposition. Donc, en fonction du foyer fiscal de l'associé, on pourra faire le choix entre la flat tax ou le barème de l'impôt sur le revenu plus traditionnel. Là aussi, c'est en fonction du montant et c'est en fonction de chaque associé. Alors, hop. Je reprends la main. Voilà. Les charges déductibles à l'impôt sur les sociétés, l'avantage, c'est que toutes les sommes engagées sont des sommes déductibles. Les intérêts d'emprunt, travaux d'entretien, de réparation, d'amélioration, on n'a pas cette difficulté qu'on rencontre sur la SCI à l'IR. Les travaux de construction, reconstruction, d'agrandissement, tout rentre en déduction. Alors, en amortissement, pour la plupart du temps, hein, mais en déduction. Tous les impôts également vont être déduits, assurance immeuble, frais d'acquisition, frais de notaire, frais d'agence, peu importe, tous les frais engagés sont déductibles. Alors après, concernant les frais d'acquisition de l'immeuble, soit on fait le choix de les intégrer dans le coût d'acquisition et on les amortit, soit on les passe en charge. Ça, c'est un arbitrage qui est fait en fonction du conseil qui va être apporté avec l'expert comptable. Bon, si on a un résultat nul pendant un certain nombre d'années, on va plutôt le passer en amortissement. Si en revanche, on flirte avec un résultat positif, on le passera en charge. Mais l'objectif, c'est de ne pas créer un déficit qui ne serait reportable que pendant 10 ans et perdre finalement le bénéfice de ce déficit. Bon, je ne vais pas revenir sur le sujet de l'amortissement, vous l'avez compris, tout l'intérêt est ici. Ce qu'on va rapidement du coup comparer, c'est que la SCI à l'IS va permettre de réduire votre impôt finalement en le laissant finalement dans la SCI. Et on va comparer là d'égal à égal des choses très similaires sur un loyer de 18 000 euros. Alors, bon, très volontairement, il y a très peu de charges. On était parti d'un exemple qui était concret, mais on a très peu de charges. Ça permet de comparer d'égal à égal certaines choses. Donc, un loyer de 18 000, on a seulement une taxe foncière. On était ici sur un local commercial. Dans une SCI à l'IR, chaque année, en fonction des années de détention, en fonction du barème de l'impôt, eh bien, on va avoir cette fiscalité qui va s'appliquer chez les associés. Donc, si nos associés sont dans une TMI à 30%, sur 16 800 euros, sur cet exemple-ci, ils paieraient 7 929 euros d'impôt sur le revenu. Je précise que la SCI à l'IR, normalement, est obligatoirement à l'impôt sur le revenu, au régime réel de l'impôt sur le revenu, pardon. Sauf si par ailleurs, on a d'autres revenus locatifs et qu'on est au régime du micro-BIC par ailleurs et qu'on peut être en deçà de ces seuils des 15 000 euros.
Donc, imaginons que vous avez 3 000 € de revenus locatifs par ailleurs, que vous détenez 50% de cette SCI, ça veut dire donc vous avez 9 000 € à déclarer, eh bien, vous pourriez profiter du régime du micro sur vos revenus fonciers. C'est la seule exception. Autrement, vous êtes obligatoirement au régime réel, donc avec les charges déductibles que l'on connaît. Donc, dans cet exemple-ci, on aurait 7 929 € d'impôt sur le revenu. Si on est à l'impôt sur les sociétés, vous voyez qu'on est à 585 €. Alors, peut-être que pendant la période de détention, ça va correspondre plutôt à votre investisseur de choisir l'option à l'IS. Ce qu'on note, c'est que le barème de l'IS est plus favorable, notamment avec les 3 tranches qu'on a déjà évoquées tout à l'heure. Les associés donc sont pas imposés puisque c'est la société en tant que telle, sauf en cas de distribution de dividendes. Et c'est justement ce qu'on rappelle, c'est que les plus-values, les dividendes sont taxés, donc c'est un peu la contrepartie. Donc c'est très agréable la société civile à l'IR pendant toute la période de détention. Mais au moment où on va vouloir vendre, attention, on va avoir une taxation qui va être forte. En revanche, on va être taxé au moment où on va avoir la trésorerie. Donc, c'est probablement plus confortable pour l'investisseur. C'est plus confortable de se faire taxer, même sur une plus-value professionnelle, quand on a le produit de sa vente, que toute la période de détention. Concernant la vente, elle va s'opérer dans les mêmes conditions que la société civile à l'IR. Donc, ça veut donc dire que ce qu'on sous-entend ici, c'est que c'est le gérant en fonction des pouvoirs qui lui ont été transmis. Concernant l'imposition de la vente, on va être sur des régimes applicables aux sociétés à l'impôt sur les sociétés et celui des plus-values professionnelles. L'assiette d'imposition est égale à la différence entre le prix de cession du bien et pour le coup, la valeur nette comptable de celui-ci et non le prix d'acquisition. Ça veut donc dire la valeur de mon bien moins les amortissements que j'ai pratiqués. Et on va le voir sur un comparatif ci-après. Donc là, à l'inverse de la SCI à l'IR, plus je détiens mon bien longtemps, plus ma taxation va être forte. Et le taux d'imposition sera celui qui est celui du barème de l'impôt sur les sociétés, tout en ayant la possibilité de bénéficier des déficits antérieurs reportables. Si on avait des déficits qui étaient constatés, on pourrait évidemment les imputer au moment de la vente. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire sur une société civile à l'impôt sur les sociétés? Si j'achète un bien 350 000 et que je le revends, attendez, mon exemple, 450 000, pardon. Si je l'achète 350 000 et que je le revends 450 000, bien au bout de 5 ans, je vais avoir un impôt sur les sociétés à payer de 37 313 €. Au bout de 15 ans, cet impôt sera de 69 000. Au bout de 25 ans, 80 000 et au bout de 30 ans, 84 000. Ça, c'est votre question. Ouais, si je peux insister là-dessus, parce que ce n'est pas forcément simple à comprendre. Là, vous voyez qu'il y a un impôt sur la plus-value qui augmente. Vous revendez toujours à 450 000, mais il augmente au cours du temps parce que au cours du temps à l'IS, lorsque vous êtes dans une SCI à l'IS, vous avez bénéficié de ce mécanisme d'amortissement dont a parlé Aurélie. Et cet amortissement, malheureusement, vous allez le payer en quelque sorte à la fin, à la revente, puisque ça va diminuer ce qu'on appelle la valeur nette comptable de votre bien. Et au lieu d'avoir un prix à 350 000, eh ben, ce prix de 350 000, il va être diminué des tranches d'amortissement dont vous aurez profité pendant tout ce temps. Et donc, ça va augmenter votre plus-value parce que le prix initial, au lieu d'être 350, c'est la valeur nette comptable qu'on va utiliser comme prix initial. Et cette valeur nette comptable, c'est la valeur du bien moins les amortissements dont vous aurez profité. Et donc, on peut tomber là à 30 ans, vous voyez, c'est plus 350 000 le prix initial, c'est 95 000. Donc, on est en dessous de 100 000 €, ce qui vous fait une énorme plus-value. Donc, c'est ça que ça montre, c'est que le choix, en fait, entre un SCI à l'IR et l'IS, là, à l'IS, vous avez moins de taxation en cours de vie de détention du bien, grâce à ce système d'amortissement, mais vous avez plus de taxation à la fin en cas de revente du bien. Alors, c'est tout à fait simple, c'est la conclusion qu'on va avoir juste aussi après, parce qu'on va partir, on va comparer d'égal à égal pour qu'on parle vraiment des mêmes choses sur une même vente.
Mais effectivement, c'est cette valeur nette comptable qui diminue par le temps. Donc, tout l'avantage fiscal qu'on conserve sur cette durée de détention, bah, finalement, elle va venir nous sanctionner quelque part à la fin. Mais là encore, je le précise, elle vient nous sanctionner quand on a l'argent. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile que lorsqu'on ne l'a pas. Donc, si on compare cette même vente, ce même bien immobilier acheté dans une société civile à l'impôt sur le revenu et revendu, acheté 350 000 et revendu 450 000, soit dans une SCI à l'IR, soit dans une SCI à l'IS, eh bien, vous voyez la fiscalité, l'écart conséquent qu'on peut avoir. Au bout de 5 ans, sur la société civile à l'impôt sur les sociétés, que sur la plus-value, on a 30 000 euros d'écart au bout de 5 ans, puisqu'à l'IR, on paye 7 693 et à l'impôt sur les sociétés, on en paye 37 313. Au bout de 15 ans, on voit qu'à l'IR, on diminue cette imposition, c'est ce qu'on avait vu. Au bout de 30 ans, on n'en paye plus. Et à l'impôt sur les sociétés, à l'inverse, là, on en paye et on paye 84 813 euros. C'est un premier point d'alerte qu'il faut bien intégrer, en tout cas quand on fait le choix de l'un ou de l'autre. Ensuite, il y a un deuxième point d'alerte, c'est que sur ce bien immobilier, quand je vais vendre mon bien dans ma SCI à l'IR, ma société civile à l'IR, elle est transparente, j'ai vendu mon bien 350 000, j'ai donc 350 000 qui m'appartiennent. Dans ma SCI à l'IS, si j'ai vendu mon bien 350 000, enfin en l'occurrence c'est 450 000 dans l'exemple, pardon, je vends mon bien 450 000, je vais déduire la fiscalité derrière, donc il me restera 450 000 moins les 84 000, mais au-delà de ça, ces sommes resteront dans cette SCI. Et si je veux jouir de ces sommes, il va falloir que je me les sorte de la SCI. Et si je les sors de la SCI, j'ai de nouveau une taxation. C'est la fameuse flat tax qui va opérer. Donc, c'est vraiment la sortie qui est pénalisante à l'impôt sur les sociétés. Après, là, c'est vraiment une volonté de mettre en comparaison deux biens immobiliers détenus dans l'un ou dans l'autre. Ça nécessite une analyse bien plus poussée que cela, ce qu'on est en train de se dire, hein, évidemment. Mais c'est vraiment pour vous mettre de manière très factuelle avec des chiffres. Et oui, effectivement, la SCI à l'IR, on va être fiscalisé en vitesse de croisière. Ça ne l'est pas en société à l'impôt sur les sociétés, mais attention à la sortie. C'est exactement la conclusion qui a été notée ici. La société civile à l'impôt sur le revenu permet de profiter des abattements pour durée de détention et donc d'avoir une fiscalité différente en cas de vente. Et la SCI à l'IS, malheureusement, ne nous permet pas de bénéficier d'abattements possibles pour durée de détention. Alors, rapidement, parce qu'il nous reste 6 minutes, les avantages et les limites, on essaiera de regarder justement et pour répondre sur les questions que je peux voir qui passent. Les avantages de la société civile à l'IR, c'est qu'on va pouvoir faire de la location vide, qu'on va pouvoir faire une activité, enfin avoir une plus-value des particuliers, que si on est dans une société civile familiale, vous savez, lorsqu'on fait de la location, notamment dans un logement vide, on est tenu à une durée d'engagement de 3 années envers son locataire. Et donc, on va pouvoir résilier son bail tous les 3 ans sur motif légitime et sérieux, ou si on veut vendre, enfin, et notamment si on veut vendre. Si on est en SCI, hors SCI familiale, ce délai, il est de 6 ans. En revanche, si on est dans une société familiale, c'est les mêmes règles que les personnes physiques. Donc, on a des engagements locatifs identiques aux personnes physiques. Comme on sait que dans la plupart des cas, nos SCI à l'IR sont quand même détenus par des investisseurs privés membres d'une même famille, c'est un point qui me semble intéressant. Et on peut surtout, on a la possibilité de profiter de son budget, de cet argent facilement dans cette SCI à l'IR. Si vous détenez l'argent, cette SCI avec votre femme, par exemple, et qu'il y a 10 000 de dispo dans la SCI, que vous avez besoin de 10 000, vous allez pouvoir les prendre. Il n'y a pas de problématique. Ça n'engage aucune problématique juridique derrière, ce qui n'est pas du tout le cas de la SCI à l'IS.
La SCI à l'IS, on va pouvoir faire tout type de location, c'est l'avantage. On va pouvoir amortir, avoir cette fameuse comptabilité d'engagement, neutraliser ses revenus en vitesse de croisière. En revanche, les limites de la SCI à l'IR, on ne cesse de le répéter, hein, ce n'est pas de location meublée. Et surtout, faisons très très attention, surtout les personnes qui détiennent leur résidence principale dans cette SCI à l'IR pour lequel ils voudraient faire de la location saisonnière type Airbnb pendant leurs vacances. Grosse alerte de ce côté-là. La limite, c'est qu'on ne peut pas amortir dans cette SCI à l'IR et qu'on déduit seulement en fonction des revenus fonciers. Et attention aussi sur les travaux dans les revenus fonciers. La proportion des travaux réalisés parfois fait que nos travaux ne sont pas déductibles. Si on a une forte proportion et qu'on a touché un certain nombre d'éléments dans la réalisation des travaux, à savoir changement des huisseries, changement des menuiseries extérieures, changement des des sols, redistribution à l'intérieur des biens, et c'est aussi souvent le cas dans les opérations qu'on peut voir. Attention, ça s'apparente à des travaux de reconstruction et du coup, on ne peut pas les déduire. Donc ça, c'est un point important. On n'a pas de possibilité de bénéficier du statut LMNP-LMP, on n'a pas de possibilité de faire de la location Airbnb, c'est ce que je disais à l'instant. Dans une société civile, à l'impôt sur les sociétés, la limite, c'est de ne pas pouvoir bénéficier de la trésorerie. Et ça, c'est un vrai point négatif. Parce que si j'ai 30 000 de trésor, mais que j'ai des résultats comptables négatifs, je ne peux pas utiliser ma trésorerie. J'ai interdiction de mettre mes comptes débiteurs. Et mes comptes débiteurs, ça peut provoquer une cession, clairement une cession de cette activité, en fait. Le tribunal de commerce pourrait prononcer une cession. Donc, ce n'est pas possible, en fait. Alors, même si dans la réalité, je ne sais pas vraiment comment ça se passe parce que j'imagine qu'il y a des personnes qui le font, malheureusement, par manque de connaissances. La limite de la SCI à l'IS, c'est d'avoir encore cette taxation qui intervient sur les dividendes et c'est d'avoir cette plus-value professionnelle. On voulait faire un focus important, notamment quand on investit dans des Pinel, Malraux, déficit foncier, monuments historiques. C'est éligible à la SCI à l'IR et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt à hauteur de montant investi et à hauteur de la quote-part des associés. Clairement, j'investis dans un Pinel qui me permet d'avoir 4 000 € d'économie d'impôt annuel. J'investis avec ma sœur à 50-50. Elle aura 2 000 € de réduction d'impôt. J'aurai 2 000 € de réduction d'impôt également. Par ailleurs, on aura, si on a un résultat à déclarer, de 2 000 € chacune. Elle déclarera 1 000 de son côté, je déclarerai 1 000 de l'autre. Le principe, c'est le même sur tous les autres dispositifs, à l'exception du déficit foncier où on voyait que c'est extrêmement intéressant parce qu'on va pouvoir profiter dans une SCI à l'IR, mais tout comme en indivision, de cette possibilité de bénéficier sur chacun des foyers fiscaux des 10 700 €. Donc, c'est quand même intéressant fiscalement parlant. Dans la SCI à l'IS, on ne pourra pas bénéficier du Pinel, du Malraux, du déficit foncier monument historique, puisqu'évidemment, ça s'intéresse... Ça concerne uniquement les personnes physiques ou les SCI à l'IR. En revanche, on pourra faire de la location meublée ou de la location para-hôtelière qu'on ne peut pas faire dans une SCI à l'IR. Alors ça, c'est un point important aussi. Moi, Aurélie, juste pour éclaircir le débat IR-IS sur la SCI qui n'est pas simple, vous avez vu, il y a certains cas où c'est simple, notamment c'est si vous investissez dans ces différentes fiscalités où vous voyez c'est forcément l'impôt sur les revenus pour la SCI ou location meublée à l'inverse forcément de l'impôt sur les sociétés. Donc il y a des cas où les deux sont possibles et là c'est pas forcément facile parce que ce sera à vous de bien réfléchir à les avantages et les inconvénients de chaque option, mais il y a d'autres cas où c'est simple. C'est tout à fait ça. Les options possibles, parce que je n'arrête pas de vous dire depuis tout à l'heure que attention, on peut faire ci, on ne peut pas faire ça. Et notamment, je pense à la société civile qui veut réaliser de la location meublée. On peut tout à fait imaginer
cette SCI loue à une autre société qui exploite en meublé. On a des solutions. Donc, il faut plutôt être proactif en termes de conseils et essayer de trouver la solution en amont, qu'attendre que l'administration fiscale nous tombe dessus. Mais on a des solutions. Ça nous permet de préserver la fiscalité à l'impôt sur le revenu. L'inconvénient, c'est que ça crée la gestion d'une nouvelle structure. On peut éventuellement se louer à personnes physiques, mais attention aussi, faut faire attention, faut pas que la motivation soit fiscale. On peut parfaitement évoquer les incompatibilités. J'entends faire d'une activité dont les profits sont des revenus commerciaux dans une activité civile. Je pense que pour être certain d'éviter toute requalification dans un cadre comme celui-ci, il est peut-être bien de se couvrir d'un rescrit fiscal. Enfin, la solution qu'on a, et du coup, c'est là où on a plutôt intérêt de se dire c'est bien d'avoir un bien par société, c'est que si on se retrouve dans ce sujet-là, notamment de vouloir faire du LMNP ou d'investir dans une LMNP, on peut tout à fait basculer en SARL de famille, et je voyais Nicolas notamment qui le commentait dans le chat tout à l'heure. Je ne peux pas voir tout ce qui se passe dans le chat, mais j'ai pu voir passer cette remarque. Et effectivement, on peut basculer la SCI en SARL de famille qui vous permettra de bénéficier du statut LMNP. LMP. C'est de simples formalités juridiques. Alors, petit inconvénient, c'est que ça va engager des coûts pour l'investisseur, mais les coûts engagés versus les gains fiscaux qu'on peut avoir à côté, ce n'est pas de sujet. La seule chose, c'est qu'il faut s'assurer qu'on ait bien une SARL de famille, des membres de même famille à l'intérieur de cette structure et qu'on a uniquement, du coup, une activité de location meublée. Jusqu'à l'inverse, la SARL de famille qui opte à l'IR, si demain, elle a une activité civile, on la fait basculer à l'impôt sur les sociétés. Donc, il faut faire attention. Et c'est là où, dans des cas comme cela, c'est peut-être mieux d'avoir un bien par structure. Ça offre plus de souplesse et plus de possibilités pour les investisseurs. Mais rien n'est figé. Il y a souvent plus de solutions qu'on peut l'imaginer. Donc voilà, moi si je devais conclure sur ce sujet, parce qu'on on a dépassé le timing et je vois qu'il y a déjà des gens qui nous quittent, c'est que ce qu'il faut surtout s'assurer, c'est avant même de se dire je veux créer une société civile immobilière pour investir dans l'immobilier, c'est pourquoi je veux le faire et à quoi je réponds comme problématique quand je crée une société civile immobilière. Et après, c'est du cas par cas. On l'étudie au cas par cas, les objectifs. Alors, quand ils sont simples, il n'y a pas de sujet, ça ne s'étudie pas plus que ça. Mais quand il y a des sujets de transmission ou autres, on l'étudie bien au cas par cas. Et c'est aussi tout le rôle du conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle pour la majeure partie de cette audience, d'apporter en termes de conseils. Et nous, on peut vous aider pour chiffrer tous ces sujets avec vous au besoin. Voilà pour cette présentation qui a été malgré tout, je pense, assez dense. C'est difficile de tenir en 1h30 sur ce sujet. Très difficile. Oui, bravo Aurélie. C'était une performance effectivement d'arriver à respecter la contrainte. Merci beaucoup. Alors, vous nous excuserez, on n'a pas pris toutes les questions qui étaient posées dans le chat. On a essayé d'en prendre quelques-unes quand même. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été répondues au cours de la présentation. C'était un peu l'intro que je faisais au départ. C'est-à-dire que c'est à la fois un sujet qui touche énormément de monde et qui peut être très, très technique. Vous avez vu que on a toute la joie de la complexité des réglementations françaises qui arrivent lorsqu'on cherche à comparer notamment les avantages et les inconvénients d'une SCI à l'IR versus à l'IS. C'est pas si simple du tout de le faire en regardant les chiffres si vous voulez avoir un raisonnement très plus-value finale nette. En revanche, si vous attachez aux objectifs eux-mêmes de est-ce que c'est intéressant, est-ce que j'ai besoin de créer une SCI ou pas,
ça va être relativement simple, hein, notamment dans les aspects distribution des parts de détention, revente, faciliter la revente. Et après, est-ce que vous voulez faire du meublé ou pas? Est-ce que vous voulez faire du Pinel, du Malraux ou autre? Ça va vous aider à choisir la bonne option facilement. Donc, ce que je répondais à plusieurs personnes, si vous voulez des slides, vous nous écrivez, on vous les enverra volontiers. Et puis, ben, on vous remercie pour votre participation. Et Aurélie, merci encore. C'était un exploit de faire cette présentation sans perdre tout le monde dans les complexités du sujet. Merci beaucoup. Merci Mathieu, merci pour cette invitation. Ravie d'avoir pu, en tout cas, échanger avec vous sur cette thématique. Je vous rappelle juste que Amarissimo est partenaire d'un grand nombre d'entre eux, j'en ai reconnu et d'ailleurs je les salue au passage. On a pour nos partenaires une hotline qui est exclusivement dédiée à nos partenaires. Donc si vous avez une question technique sur un sujet, contactez-nous. Directement, on vous mettra en relation contactez soit la hotline pour ceux qui ont le numéro ou Amarissimo et on vous mettra en relation avec la hotline. En tout cas, ce sera un plaisir de vous répondre et de vous aider dans votre quotidien. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Merci, à bientôt.